Salut tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Planeswalker. Aujourd'hui, j'ai des grandes nouvelles à vous annoncer. Premièrement, je vais commencer à streamer bientôt. Je vais streamer en collaboration avec l'Expédition sur leur page Twitch. Allez voir ça. Je vais streamer mercredi prochain et puis tous les mardis après ça à 5h. Je vous parle de ça parce que l'Expédition aussi a commencé à faire un nouveau type d'événement adapté à la situation actuelle. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est des soirées d'événements Commander moderne et même Canadian Highlander par Spell Table. L'objectif, c'est pas d'être cutthroat ou compétitif. L'objectif, c'est juste de pouvoir jouer à Magic malgré la pandémie. La semaine passée, jeudi, j'ai joué dans leur tournoi moderne. Puis j'ai fait 3-0 avec mon pet deck Scred Red. Puis ça m'a donné le goût de vous faire une deck tech pour vous présenter la série d'événements de moderne, de pionniers, de commander, mais aussi parce que c'est mon deck préféré, il est tout foilé. Puis qu'est-ce qu'il faut dire de plus que ça? Alors, sans plus attendre, voici le deck tech de Scred Red. Avant de commencer, léger disclaimer, je veux juste vous dire que ce deck-là, Scred Red, qui est mon pet deck, c'est vraiment pas un deck tiers 1. Maximum, c'est un deck tiers 2. Je l'aime beaucoup, j'adore ça, ça peut gagner des FNM, bien faire un plus gros tournoi, mais c'est définitivement pas le deck qui va vous faire gagner un Pro Tour. Donc, pour commencer, je vais vous parler des removals. Donc, on a 4 copies de Lightning Bolt. Ensuite, 4 copies de Scred Red, la raison de jouer des synergies de Snow et le namesake du deck. Et puis 2 copies de Anger of the Gods. Donc, ce deck-là manque vraiment pas de manière de gérer des threats. Que ce soit des Planeswalkers avec les Bolts, que ce soit des créatures très grosses avec un seul mana, Instant Speed, avec Scred, ou encore une armée d'elfes avec Anger of the Gods. C'est vraiment quelque chose un deck qui est très versatile pour gérer des threats. Aussi, Lightning Bolt peut go face, peut brûler l'adversaire si jamais ça se rend jusque-là. Ensuite, on a les raisons, selon moi, principales de jouer le deck, qui sont les hate pieces. Donc ici, on a 4 copies de Relic of Progenitus. Cette carte-là est excellente pour gérer tout ce qui s'appelle Uro ou encore Dredge, déjà que Anger exile. Et puis, dans le pire des cas, ça fait grossir les tokens de Karn, que vous allez voir dans un instant, ou ça permet de diguer plus profondément dans le deck pour trouver la réponse qui nous manque ou le threat qu'il faut pour closer la game. Ensuite, on a 3 copies de Blood Moon. Cette carte-là, c'est plate à dire, mais c'est souvent un one-card combo pour gagner la game. Par exemple, la semaine passée, je jouais contre un adversaire qui jouait Red Black Shadow, puis j'ai joué un tour 2 Blood Moon on the play, puis on n'a pas vraiment eu une game. Ensuite, pourquoi j'ai pu faire un tour 2? C'est à cause des 4 copies de 6000 Spirit Guide. Cette carte-là est vraiment pas excitante quand tu la regardes, c'est un 2-2 pour 3, mais dans les faits, ça te permet de cheater tes trucs beaucoup trop rapide. Puis moderne, c'est vraiment un format qui est broken, fait que c'est important des fois de pouvoir sauter dans l'action beaucoup plus vite. Puis Spirit Guide nous permet de faire ça. Aussi, shout-out à mon boy Julien, qui a souvent été du moins, c'est déjà arrivé, je me rappelle d'une game précisément où est-ce que j'avais mis un Spirit Guide sur le jeu. Lui joue Blue White Control d'habitude, puis j'avais un Spirit Guide sur le jeu, puis je l'attaquais pour 2 à tous les tours. Je pense que on est passé de genre 17 à 3, puis là, il a dû passer un verdict dessus, puis directement quand il le détruit, ben j'en ai mis un autre. Puis c'est pas là pour ça, mais ça peut beat down. Ensuite, une autre manière qui nous permet de nous accélérer, qui est un Commander staple d'habitude, c'est Mindstone. Mindstone, ça fait plein de choses dans le deck. Premièrement, ça permet de passer de 2 à 4 au tour d'après. Ensuite, c'est un artefact pour booster les tokens de Karn. Puis, dans le pire des cas, c'est un 3 mana cycle. C'est pas excitant, mais ça nous permet d'être un peu un big mana deck, tout en faisant du mana denial avec les Blood Moon, en mettant une pressure et des early Planeswalkers. Parlant de Planeswalkers, les voici, les voilà. Vous voyez mes beautés, Chandra, Torch of Defiance. Ça, c'est la carte qui m'a donné le goût de monter le deck. On en joue 3, parce qu'on veut pas en piger 2.
mais au moins avoir une dans la game, c'est important. Sont tellement belles. C'est définitivement ma carte préférée dans le deck. Ensuite, on a 2 copies de quelqu'un qu'on a mentionné juste avant, qui est notre ami Karn, de Karn Sion Avurzat, pas de Great Creator. Spécialement, il y a beaucoup de gens qui jouent cette version-là avec des Great Creators. Personnellement, je préfère jouer Sion Avurzat parce que je trouve que ça permet de avoir du card advantage quand t'es ahead, faire un threat quand t'es en arrière. Ça se défend très bien avec l'artefact qui est souvent 3-3, 4-4 dans ce deck-là. Et puis, je l'aime beaucoup. Puis aussi, ça permet de Great Creator bloque beaucoup du sideboard. Puis le sideboard dans ce deck-là, c'est mono rouge, c'est difficile de compétitionner avec tout. Fait que cette carte-là nous permet vraiment de être très versatile, puis aussi avoir une sub-game avec le plus. C'est super bon. Ensuite, dernière partie du main deck, avant les lands, c'est les threats. Ici, on a 3 copies de Seasoned Pyromancer. Si vous avez jamais joué avec ça, cette carte-là est incroyable. Ça nous permet de, en early game, filtrer pour trouver les réponses. En mono rouge, des fois, c'est difficile de trouver des réponses à tout, mais discarter pour trouver ses sideboard cards, dig plus loin, puis aussi faire des gros bodies pour chum bloquer, des petits bodies pour chum bloquer. Sinon, piger, top decker quand t'as une main vide, puis discarter pas de cartes, puis piger 2 cartes, ça feel vraiment good. Dernière carte, dernière non-land du deck, c'est Stormbred Dragon. Ça, c'est là parce qu'il faut un finisher. J'ai essayé plusieurs créatures dans cette slot-là. Différentes versions de dragon, différents planeswalkers. Mais 4-4 haste qui est un mana sync. Protection du blanc, donc Path to Exile. C'est vraiment de la grosse job. Je serais pas contre l'idée de changer de finisher. Mais en ce moment, c'est lui qui fait le plus gros travail. Le fait qu'il faut le bolt pour le tuer. Il y a peu de choses qui le gèrent d'une shot parce que Path le fait pas. Ça évite push. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le main deck est très bon contre Fatal Push. Ce qui fait en sorte que ça fait des dead cards dans les mains des adversaires, ce qui est super agréable. Je veux dire, si t'es rendu à bolter mon Pyromancer, ben je vais le faire son habilité qui est comme flashback pour faire 2 amis, puis j'ai déjà pigé 2 cartes avec. Lui, il peut pas se pusher. Fait que l'objectif du deck, c'est vraiment de invalider les stratégies des adversaires pour rendre ta stratégie viable. Maintenant, pour les lands, c'est un deck mono rouge, fait qu'on a assez de liberté dans la mana base, mais il faut se rappeler qu'il faut jouer les Snowlands. Alors, 3 copies de Frostwalk Bastion, qui est un colorless land, que tu peux payer 1 snow pour que ça devienne un 2-3 créature, que quand il fait du combat damage à une créature, cette créature-là ne tape pas au prochain tour. C'est très bon pour chum bloquer des Dead Shadow, ça peut pressure des Planeswalkers, c'est un mana sync vraiment en late game, puis c'est plus ou moins gratuit vu que c'est un deck qui est mono rouge de toute façon. Ensuite, on a 3 copies de Scrying Sheets. Scrying Sheets, c'est une carte qui peut, par elle-même, tuer des contrôles deck. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que si c'est un board qui est à parité, puis que personne puis que c'est une game de land, que tu fais land go, que personne ne veut mettre de threats à la table, eh bien, dis-toi que ton Scrying Sheets va te permettre de piger du gas à toutes les étapes de la game, puis ça peut vraiment te permettre de tenir l'interaction, puis à la fin du tour, si t'as pas à l'utiliser, quand même sinker ton mana dans piger une carte, ou s'assurer que tu piges un on-land, ce qui est très important. Ensuite, on a 2 copies de Forgotten Cave, qui est pas un Snowland, c'est sûr. Mais, c'est super important parce que ça permet de jouer autour du flood. C'est un petit mana sync en early et late game. Ça permet de monter le ratio de land dans le deck, sans nécessairement toujours avoir des lands puis d'être floodé. Alors, on veut se rendre à 5 lands, mais dépasser ça, on est content de pouvoir cycle les Forgotten Cave, puis au tour 1, le jouer tape, c'est pas la fin du monde. C'est sûr que ça ralentit les spreads, mais c'est un mal nécessaire, je pense, pour pouvoir faire en sorte que on puisse se rendre de passer du early au late game en ayant suffisamment de land, tout en étant pas capable de trouver les threats qu'il nous faut. Pour finir, 16 Snow Covered Mountain. Sont belles, c'est les originales. C'est les originales foil. C'est pas les vieilles, mais c'est celles du milieu. J'ai eu beaucoup de difficultés à en trouver 16. Je les adore, sont super belles. Elles sont toutes foil, évidemment. Puis ça conclut le main deck. Maintenant, je vais vous montrer le sideboard.
Donc, dans le sideboard, comme je vous ai dit, c'est des cartes qui sont un peu comme des Silver Bullet, où j'ai vraiment pensé au deck en le designant plus à un 75 qu'à un 60. Dans ce sens-là, des fois, il y a des decks, des match-ups dans lesquels c'est une race, dans lequel un Blood Moon n'est pas nécessairement utile. Des match-ups dans lesquels, quand tu sors les Blood Moon, il te faut quelque chose qui est toujours bon. Puis comme je vous ai dit, Fatal Push, puis même Lightning Bolt, souvent, c'est pas super bon dans le match-up, fait que souvent, le monde, il side out. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je fais mon secret. On rentre 3 copies de Goblin Rebel Master. Ça, là, c'est un One Card Army. Cette carte-là, laissée tout seul, surtout quand on sort ses pattes, ses push, ses bolts, ça peut gagner la game tout seul, puis des fois, quand tu veux racer, tu te mets autour avec un Spirit Guide, puis ça fait la job tout seul. Aussi, comme je vous ai dit, quand les Blood Moon sortent, puis que je sais pas trop quoi rentrer, ou que tout ce qu'il me faut, c'est un autre truc qui prend la même place dans la curve, Rebel Master fait la job. Ensuite, il y a d'autres, le reste, c'est pas mal juste du hate. Par exemple, le hate d'artefact, c'est avec 2 copies de Shenanigans et puis un Abrad. Abrad peut aussi rentrer contre les combos Creature Deck. Quand faut voir que quand Scred et Bolt sont pas assez, ben Abrad, c'est une 5e copie de cet effet-là. 9e copie de cet effet-là. Puis sinon, les Shenanigans, c'est juste, si dans le match-up, ce qu'il te faut, c'est à tous les tours, tu veux piger exactement un Destroy Artifact, ben, c'est là pour toi. Ensuite, on a Ratchet Bomb, qui est vraiment pas la meilleure carte du monde, mais qui peut être un X pour 1. Des fois, en mono rouge, on peut pas dealer avec des enchantements, par exemple, on peut pas dealer avec efficacement dealer avec des Planeswalkers, je dirais. Fait que ça, c'est lent, mais c'est un mal nécessaire. Aussi, c'est une réponse aux cartes qui ont protection du rouge, ou protection de toutes les couleurs dans le cas de Edge Champion. Fait que ça, c'est lent, mais ça le fait quand même. Fait que ça, c'est une carte qui est versatile, puis encore une fois, je le dis, on est mono rouge, il faut qu'on trouve des réponses dans notre part de la color pie. Ensuite, Damping Sphere pour Tron, pour Amulet Titan, pour avoir virtuellement 5 copies de Blood Moon dans ces match-ups-là. Et puis, évidemment, pour Storm ou les combos decks. Cette carte-là ne nous affecte pas vraiment vu qu'on essaie de caster 1 à 2 spells par tour, qu'on est un peu comme un big mana deck, mais qui abuse pas les lands. Fait que cette carte-là est excellente, puis on en joue 2 copies. Ensuite, Sweltering Suns. Ça, c'est pour quand tu veux un board wipe, mais pas nécessairement. Ça nous permet d'avoir 4 board wipes en main board, puis aussi ça cycle. C'est juste une réponse qui est versatile, puis c'est quelque chose, je pense, qui est un mal nécessaire. J'en ai déjà juste joué un, mais des fois, quand il y a des decks un peu, surtout dans un FNM, si tu t'attends à jouer contre Elf ou contre Humain aussi, des choses comme ça, les Sweltering Suns sont excellents. Ensuite, on finit le 75 avec 3 copies de Dragon's Claw. Dragon's Claw, c'est pas la carte la plus excellente de l'histoire, mais quand tu joues contre Burn ou contre Prowess, toi tu casses des spells rouges, lui joue des spells rouges, t'es en business. Contre Goblin aussi, ça peut lâcher assez de temps. Le plan, c'est vraiment juste de pas mourir en early game, puis si tu te rends dans le late, tu fais du 1 pour 1, tu gagnes la vie avec ça, tu vas être en business pour essayer d'avoir la victoire à la fin de la journée. Fait que, ceci conclut le 75 du deck. S'il vous plaît, donnez-moi votre feedback. Moi, je suis vraiment intéressé à savoir ce que vous pensez du deck. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un deck tier 1, c'est peut-être même pas un deck tier 2, mais c'est un deck que j'adore jouer, puis que ça me fait plaisir de sortir dès que possible. Ça m'a pris beaucoup de temps à le foller, puis je l'adore. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Joignez-moi pendant mon stream mercredi prochain. Et puis, n'hésitez pas à participer au tournoi en ligne de l'expédition. Allez voir sa page Facebook, tout est là. Puis vous risquez juste de me croiser là dans les tournois. Alors, sur ce, bonne journée et à bientôt!